Bon, bah, c'est parfait. Je me présente toxine naturelle et je vais vous présenter ce matin des intoxications végétales émergentes et comment on pense évoluer dans l'avenir. Donc, c'est une présentation qui est faite pour le compte de l'UFCE et du RESP avec le concours du Centre d'information toxicologique vétérinaire de Lyon. Comment on passe déjà la photo dessus? Voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans ces émergences ou ces réémergences, qu'est-ce qui est à l'origine des intoxications. Cette présentation se fait dans la suite des deux précédentes interventions qui ont eu lieu sur les intoxications de printemps et d'automne. Donc, il y a parfois des petits recoupements. Néanmoins, j'essaye à chaque fois de vous remettre des plantes nouvelles. Et cette fois-ci, je vous parlerai de l'intoxication au coquelicot, de l'intoxication aux lierre terrestre, d'une intoxication hépatotoxique et d'une intoxication cardiotoxique. Les deux premières sont plutôt des choses basées sur de l'épidémiologie et les deux dernières sur des cas récents qu'on a eu l'occasion d'investiguer. Alors, pourquoi on a des émergences ou des réémergences? Soit parce qu'une nouvelle plante intègre l'environnement des chevaux, souvent liées à des modes de plantes, c'est-à-dire des plantes que des personnes ont eu l'idée d'amener dans l'entourage du cheval. Soit ce sont des plantes que l'on connaissait qui étaient des plantes ornementales, soit ce sont des plantes exotiques. Et à ce moment-là, on fait émerger au contact du cheval un nouveau risque. Soit parce qu'on projette le cheval dans un nouveau territoire. Jusqu'à présent, on va dire que les chevaux, ils étaient au pré, etc., etc. Et de plus en plus, on voit arriver des chevaux qui s'intéressent plutôt au jardin, l'animal de loisir qui devient, pour certains, une tondeuse à gazon. Et puis, on a également le fait de projeter les chevaux dans de nouveaux territoires, de nouvelles pratiques. Je pense en particulier à l'utilisation comme éco-pastoraliste ou sylvo-pastoraliste, où là, on utilise le cheval souvent pour soit diminuer la végétation environnante, soit pour créer des brèches dans le maquis nécessaires pour diminuer la masse combustible des végétaux potentiellement et la prévention des incendies. On a également des expositions accidentelles à des animaux, c'est-à-dire que malheureusement nous avons des citadins, sans que ce soit une critique, qui pensent que les chevaux mangent toutes les plantes et qu'il n'y a aucun problème, et donc à ce moment-là taillent leurs végétaux et vont apporter directement au niveau des animaux des végétaux que parfois les chevaux ne connaissent pas et parfois qui ont des aptitudes délétères. Et puis, on a parfois une inadaptation des animaux, c'est-à-dire, par exemple, on utilise, là c'est plus l'utilisation dans le cadre de l'éco-pastoralisme, d'animaux qui sont transportés de territoire en territoire sans avoir obligatoirement la connaissance de la toxicité de certaines plantes. Et l'autre versant, c'est qu'est-ce qu'on a comme réémergence? Alors la réémergence, c'est des populations botaniques qui avaient momentanément été inhibées, qui reprennent de l'ampleur. Souvent, c'est lié, on le verra par un exemple du coquelicot, à une diminution de l'usage de certaines molécules. Et puis, on a des plantes qui profitent de la météo et de modifications climatiques pour reconquérir des milieux qu'elles avaient parfois un peu perdus, ou par des nouvelles pratiques agroculturales, réinvestir des territoires qui étaient entretenus de manière beaucoup plus intensive, et dès qu'on les passe en extensif, à ce moment-là, la plante peut éventuellement se réintégrer. Il faut voir quand même que cette dichotomie est assez difficile à maîtriser, puisque malheureusement, les intoxications chez les chevaux, où il y a une belle faute d'orthographe, et d'origine végétale, restent des phénomènes peu fréquents, mais parfois mortels. C'est-à-dire que on a peu de données d'intoxication. J'ai généralement des notifications faites par les confrères vétérinaires ou par les propriétaires de chevaux, et puis quelques investigations, mais malheureusement, ça n'est pas exhaustif, et je n'ai pas une vision globale, je n'ai qu'une vision de ce qui est notifié. Et donc, il y a des cas que l'on pense être éventuellement des tendances, mais qui l'avenir nous dira peut-être que c'était un épiphénomène.
Alors, les plantes exotiques qu'on a intégrées, qui constituent, à mon sens, des risques, alors il se trouve que là, c'est pas obligatoirement le cheval qui a révélé le risque, parfois c'est l'humain. Et là, je prends par exemple Euphorbia cariacas, l'euphorbe méditerranéenne, l'euphorbe myrcinites, l'euphorbe de Corse, et l'Antana camara, c'est une petite plante qu'on met à la sortie des écoles. Et là, il se trouve que c'est l'expérience des centres antipoison humains qui nous montre que en plantant ça dans les espaces verts devant les sorties d'école, on augmente de manière exponentielle les accidents chez l'enfant. Il se trouve que, surtout pour Euphorbia myrcinitis, le genre de Corse, elle a une aptitude assez importante à aller coloniser des territoires adjacents. C'est-à-dire que quand on en a planté une fois à proximité d'une pâture, il y a tout lieu de penser que dans les années qui suivent, cette plante va se développer. C'est une plante assez rampante. Les animaux percutent très rapidement la toxicité puisque c'est un caustique assez violent et donc a priori très vite apprennent qu'il ne faut pas y toucher. On a également Melia zederax et lilas de Perse. C'est une plante qui résiste relativement bien à la sécheresse et qui souvent vient en substitution des platanes. Et il se trouve que c'est une plante qui est assez facilement dans des territoires, je dirais, tempérés, arrive à coloniser les pâtures adjacentes. Et à ce moment-là, on a quand même un risque, mais qui pour l'instant est un risque émergent non totalement développé. Nicotiana glauca, c'est une plante méditerranéenne qui est une plante d'importation, qui est un tabac bâtard, qui est donc a toute la toxicité de la nicotine, mais qui en plus a une toxicité tératogène. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était une plante qui était assez limitée au littoral méditerranéen, donc avec un risque d'exposition des chevaux qui était assez limité. Et il se trouve que nos collègues des espaces verts ont une fâcheuse tendance, c'est de nous la planter sur les ronds-points de route, etc. Et que c'est une plante qui, très rapidement, si elle trouve des conditions optimales, peut se développer assez largement. Elle a exactement le même pouvoir de caractère envahissant que les robiniers pseudo-acaciens. Bon, Ricinus communis, bon, c'est surtout la graine qui est toxique. C'est une plante qui était réservée aux jardins d'amateurs, qui, pour certaines variétés, séduit les gestionnaires d'espaces publics. Et on a des années où on a plusieurs milliers de ricins plantés. Et malheureusement, quoi qu'en pensent nos collègues des espaces verts, ces plantes fructifient et font leurs graines. Et à ce moment-là, les graines peuvent totalement être dispersées, soit par des animaux comme les oiseaux ou les rongeurs, mais également véhiculées par l'eau. Alors, j'ai aussi mis dans cette liste Asphodelus et Colchicum autumnale. Alors, ce sont deux plantes qui sont, l'une, Asphodelus, est toxique en chronique, c'est-à-dire il faut une consommation longue et répétée de la plante. Et Colchicum autumnale, ça tue assez rapidement en très faible dose. Ce sont des plantes qui appartiennent à la flore française, mais qui ont été récupérées par les pépiniéristes et qui se mettent à en planter des quantités assez importantes dans les espaces verts, mais également sur les bords de route. Et malheureusement, ces plantes, délocalisées de leur territoire habituel, peuvent prendre un caractère envahissant. Voilà. Donc c'est des risques qui émergent, mais qui pour l'instant n'ont pas encore démontré de nombreux cas. C'est un risque qui va, à mon avis, apparaître, à part pour les euphorbes où déjà on a eu quelques accidents, mais comme les symptômes sont quand même assez limités, c'est-à-dire que ce sont des brûlures cutanées, on ne voit que très peu la notification arriver sur nos bureaux. Mais par contre, je pense que certains confrères, enfin, en tout cas, certains confrères m'ont déjà notifié des expositions, mais heureusement, les symptômes sont assez limités, c'est de l'hypersalivation, des choses comme ça, donc pour l'instant, ne notifie pas d'accident grave. Alors, le coquelicot, c'est une plante qui avait totalement disparu. C'est une plante qui appartient à la famille des papaveracées et qui est très proche du papaver somniferum, le pavot à morphine. Alors, il se trouve qu'on a fait des dosages dans les coquelicots, suspectant un résidu de morphine, donc on a utilisé des techniques assez pointues. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre en évidence de dérivés morphiniques. Malheureusement, lorsque des chevaux, et certains chevaux, pour l'instant, on a des faisceaux de présomption sur certaines races de chevaux, ou des sensibilités génétiques de certains chevaux, exprimeraient la toxicité telle qu'elle est exprimée souvent sous le terme de folie morphinique,
C'est-à-dire qu'on a une alternance de phases de dépression, l'animal qui est complètement prostré, les yeux dans le vide, entrecoupé de convulsions et de courses folles. Et je dirais que c'est vraiment le problème de la folie morphinique. Et donc, on s'est dit, bah, puisque c'est un syndrome morphinique, utilisons l'antidote de la morphine. Et à chaque fois qu'on a utilisé l'antidote de la morphine, on a fait cesser immédiatement les symptômes. Donc, on pense qu'une des molécules contenues dans le coquelicot, probablement un alcaloïde proche de celui de la morphine, sous la pression d'une certaine fraction de la biochimie de l'animal, peut exprimer, et à ce moment-là, cette molécule va interférer avec les récepteurs en morphine. Alors c'est une plante qui avait quasiment disparu, qu'on voit réapparaître depuis une dizaine d'années, qui colonise de manière explosive un certain nombre de champs, et malheureusement ces champs peuvent être utilisés soit pour faire des foins, soit pour faire des productions fourragères autres. Là, bon, c'est sur du colza, ça peut être, bon, là, pour les colzas, c'est plutôt pour les bovins. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi ils reviennent alors qu'au même moment, les bleuets qu'on attendait en même temps, eux ne sont pas réapparus. Il apparaît qu'en fait, il y a une résistance génétique qui a été développée par les coquelicots à certains herbicides. Alors, il y a deux phénomènes, semble-t-il, qui ont été relevés. C'est qu'ils ont une résistance à tout ce qui est aryloxyacide, c'est-à-dire 2,4-D et consorts, c'est-à-dire des molécules qui étaient souvent utilisées en adjonction dans les cultures de graminées pour essayer d'inhiber les dicotylédones. Et par contre, il y a également l'utilisation d'herbicides de moins en moins rémanents, et de ce fait, ça a favorisé l'émergence de nouveau de foins fortement contaminés. Généralement, il faut quand même une contamination au moins de 40% du foin pour qu'on voit exprimer les premiers symptômes. On a une graduation des symptômes en fonction de la quantité de toxiques ingérés, et puis c'est vrai qu'on n'a pas une répartition, mais on n'a pas suffisamment de données pour dire quelles sont les races à risque. Peut-être qu'en multipliant les cas et en notifiant les cas, on arrivera à récupérer, je dirais, une meilleure connaissance de cette plante. Voilà. Une autre plante qui est une plante tout à fait anodine des sous-bois, qui avait complètement disparu des pâtures, probablement liée à la façon dont on gérait les pâtures, et qui, dans certains territoires, suite à l'émergence de recolonisation de type prairie naturelle, on a vu réapparaître cette plante. Alors cette plante, le problème, c'est que pour l'instant, on a très peu de cas. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait que la plante s'est réinvesti la pâture. Par contre, les symptômes sont assez caractéristiques. Le foin fabriqué dans ces pâtures a été donné à deux troupeaux, et ces deux troupeaux, dans les deux troupeaux, il y a eu quasiment, dans un 50% des mortalités, et dans l'autre 100% des mortalités. Bon, c'est les petits effectifs. Et par contre, ce qui est extrêmement original dans l'intoxication par cette plante, c'est c'est une des seules plantes sans symptômes digestifs qui va provoquer des troubles respiratoires avec, au final, une mort brutale par œdème pulmonaire. Et c'est vraiment, je fais un parallèle avec le Galega officinalis chez les bovins, c'est un peu le même tableau clinique, sauf que dans ce cas-là, on a un œdème du poumon et on n'a pas l'hydrothorax avec cette coloration jaune citrine qu'on observe avec la galégine. Là, on a vraiment cette intoxication. Bon, c'est une intoxication qui est quand même rarement décrite, puisque pour arriver à l'investiguer, il a fallu que je me base sur des cas décrits dans les années 30 et 20, voire 50 en Allemagne, quelques cas au Canada en 1920 et un cas récent sur 8 chevaux en Hongrie. Donc on est vraiment sur des cas qui étaient exceptionnels, et il se trouve que là, on a observé coup sur coup, dans le château d'eau de la France, le Massif central, deux cas groupés, et il se trouve que le seul point commun, c'était le foin, et le foin était fort probablement, et en tout cas on a trouvé quelques traces de cette plante. Alors, une autre plante qui est liée à la recolonisation des territoires péri-pâture, c'est le retour des chevaux dans les sous-bois, et il se retrouve ils sont exposés à la digitale. Bon, la digitale, c'est une plante à toxique. Elle est quand même 400 fois moins toxique que le laurier rose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, en France, tous nos cas d'intoxication, le chef de file, c'est vraiment le laurier rose.
Alors que au United Kingdom, en Angleterre, Royaume-Uni, voilà, au Royaume-Uni, c'est souvent décrit avec le laurier rose. On a quelques cas, mais il se trouve que pour arriver au même niveau d'intoxication qu'un laurier rose et à une mort, généralement, il faut des consommations assez massives. Alors, il faut savoir quand même que c'est une plante que j'ai vue réapparaître dans les intoxications chez les chevaux, liée à l'utilisation des sous-bois pour prévenir l'embroussaillement. Donc, on envoie des chevaux dans les sous-bois pour essayer de diminuer l'embroussaillement et ne pas utiliser un débroussaillage mécanique par débroussailleuse ou gyrodroyeur. Le Datura stramonium, on l'avait vu à l'automne. Bon, c'est une plante qu'on trouve de plus en plus au contact des chevaux et qui profite souvent de rotation dans les usages de culture. Et par contre, l'utilisation, par exemple, de désherbage massif ou de périodes de canicule ou de sécheresse en été favorise l'émergence de la plante. Et généralement, elle a un caractère explosif puisque c'est une plante qui souvent profite, un peu comme le maïs, des températures élevées de l'été et des pluies du mois d'août pour se développer de manière explosive. On l'a déjà un petit peu développé, je passe vite. Alors là, on arrive sur une plante hépatotoxique. C'est un cas qui m'a intéressé pendant, je dirais, quasiment 6 mois. On a une mortalité qui apparaît sur 2 à 3 mois. Au bout de 3 mois, on a quand même 20 poneys sur 24 qui sont morts, progressivement, avec une atteinte hépatique, avec une nécrose du foie. Évidemment, mes confrères suspectent le senson ou la flatoxine. Donc, malheureusement, aucun senson dans l'environnement, aucun senson dans les foins. Le foin a été distribué de manière différenciée entre différents groupes d'équidés. Et il se trouve que seuls ceux qui avaient 100% du foin suspect développaient l'atteinte hépatique. Les autres, le foin était dilué et à ce moment-là n'exprimaient pas la toxicité. On a réussi à faire des histologies sur plusieurs animaux et à ce moment-là, on a fait vraiment cette nécrose des hépatocytes qui malheureusement ne comporte pas un caractère histologique un petit peu spécifique, qui est la mégalocytose, c'est-à-dire des cellules à macronoyaux et des grosses cellules. Et c'est un des signes qui signe particulièrement l'exposition aux alcaloïdes pyrosidiniques. Donc ceci nous confirmait qu'on n'était probablement pas en face d'alcaloïdes pyrosidiniques. On n'avait pas non plus les lésions qu'on attend avec les aflatoxines. Donc on était sur un foin toxique avec un caractère hépatotoxique, euh, et qui n'était pas celle qu'on attendait. Alors, on avait deux hypothèses, soit des saponosides stéroïdiques, avec Panicum coloratum, Tribulus terrestris. Bon, ce sont des plantes qu'on peut trouver, mais qui n'étaient pas évidentes. Donc, je me suis déplacé sur le site. J'ai pas trouvé les plantes que j'attendais, et donc il a fallu que je parte en investigation sur une pâture de 37 hectares où 1200 bottes de foin avaient été fabriquées en 2 sessions, deux fenaisons. Donc on arrive sur le site et à ce moment-là, on est quand même quasiment un an après les faits. On ne trouve, donc la diapo ici, en haut à gauche, on est sur une pâture qui a été replantée avec une graminée, du blé, et malheureusement, aucun signe, aucune indication d'une plante hépatotoxique. Donc, on fait le tour, et je trouve un délaissé où je trouve la plante en bas à gauche, une plante qui n'a rien à faire dans ce territoire. On est dans un territoire méditerranéen, on est à plus de 4 km de la rivière, et là on est sur une plante, la lampourde, Xanthium italicum, qui est une plante qui est de la ripicilve, c'est-à-dire qu'elle se développe généralement sur les bancs de sable. On en trouve sur les bancs de sable de la Loire, on en trouve un peu partout en France, mais elle ne dépasse pas, je dirais, 100 à 150 mètres autour des fleuves. Là, on est à quand même 3 km et demi du fleuve, pas de la rivière, du fleuve côtier. Bon, il se trouve que c'est une région que je connais bien, et à ce moment-là, je me dis, mais si cette plante est là, c'est que quelque chose l'a apporté.
Est-ce que par hasard ce territoire n'aurait pas été inondé en 2014? Et la réponse, bah oui, ça a été inondé. Et je dis, mais est-ce que quand vous avez fait votre foin, il n'y avait pas des caractéristiques particulières? Ils disent, ah si, si, il y avait plein de petites plantes qu'on ne connaissait pas, qui s'étaient mis à se développer, et comme on avait décalé nos périodes de foin qui auraient dû être faites en mars-avril et ensuite mai-juin, ils les ont décalées à fin mai, juin-juillet. Résultat, on a décalé la période des foins, et résultat, on est rentré dans la zone de germination de la plante, et surtout de la formation des composés toxiques. Et il se trouve que malheureusement, c'est un concours de circonstances, cette plante n'est toxique qu'au stade germination. Et là, je fais un parallèle avec la myopathie atypique du cheval, où vous savez qu'il n'y a que les samars et les cotylédons de la graine quand ils germent qui contiennent de l'hypoglycémie. Ah. Il se trouve que dans cette plante, les graines sont a priori peu consommables par les chevaux parce que malheureusement elles sont épineuses et donc résultat ça dissuade les équidés de la consommer. Par contre, dans les cotylédons, il n'y a aucun facteur de répulsion et entre le cotylédon et les premières feuilles, eh bien, malheureusement, on se trouve dans une zone où la plante est au maximum de sa toxicité. Il se trouve que c'est probablement un indicateur de fragilité de la plante et un petit peu comme un certain nombre de plantes, c'est un phénomène d'induction et à ce moment-là, la plante se met à produire une molécule toxique qui s'appelle le carboxyattractyloside. Bon, c'est un nom barbare, mais c'est une plante qui, brutalement, elle est à quasiment 200 fois sa concentration toxique par rapport aux feuilles qu'on verra apparaître en été. Donc on est vraiment sur les conditions optimales pour l'expression de la toxicité. Il n'y a pas d'effet de la dessiccation, et donc malheureusement, ce foin ayant été distribué très longtemps, il faut à peu près une semaine à 15 jours pour que les premiers signes se développent, on va d'abord avoir une atteinte hépatique qui est non cliniquement observable, et à la fin, l'animal va avoir le foie qui va être complètement détruit. Malheureusement, c'est totalement irréversible, donc plus le nombre de cellules qui seront impactées, plus les symptômes apparaîtront, et au moment où le foie ne pourra plus effectuer les missions pour lesquelles il est conçu, à ce moment-là, on observe malheureusement une encéphalose hépatique et une mort rapide de l'animal. Voilà. Donc c'est vraiment, et là, je dirais que j'ai confirmé, donc la plante était en bordure de pâture, et c'est dans la photo en bas à droite, vous voyez la plantule que j'ai observée au mois d'août 2019. Il se trouve qu'en fait, les sangliers ont creusé des trous dans l'endroit où ils avaient fait les foins, et au fond des trous, tous les trous étaient colonisés par des germinations de cette plante. Donc ça démontre bien qu'il y avait une réserve, ce qu'on appelle une spermathèque, dans la sol de cette pâture, qui ont constitué une bombe à retardement, et donc cette pâture, dorénavant, ne pourra plus être utilisée pour faire des foins pour chevaux, ou alors il faudra systématiquement vérifier que cette plante n'a pas émergé, donc faire obligatoirement les foins avant la germination de la plante qui intervient généralement entre le mois de mai et juin. Un autre cas tout à fait intéressant, donc là on est on est toujours dans la suite des hétérosides cardiotoxiques, donc on est toujours avec le chef de file Laurie Rose, mais là on est avec une plante qui est beaucoup plus nerveuse que cardiaque. C'est-à-dire autant dans le Laurie Rose on a vraiment une composante avec bradycardie, extrasystole, fibrillation. Là on est vraiment sur des convulsions avec des troubles de tentative de vomissement, mais on sait très bien que les chevaux ne vomissent pas. Et malheureusement, c'est souvent, parce qu'a priori la plante est toxique à très faible dose, on observe généralement une évolution suraiguë, c'est-à-dire une mort subite. En moins de 24 heures, les animaux sont morts. Donc là, on est sur d'abord un petit troupeau de 12 à 13 chevaux qui décèdent à peu près à 80%, c'est-à-dire 10 sur 13, si mes souvenirs sont bons, et puis peut-être 11 sur 13. Il y en a un, on l'a rattaché, mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas eu d'autopsie. Donc, on a une mortalité brutale. Au même moment, on se dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Bah, c'est le... On analyse le foin, on s'aperçoit que le foin est de vraiment très 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 mauvaise qualité. Traumatologiste, on n'aurait même pas qualifié ça de foin, on aurait plutôt qualifié ça de paille, mais par contre, on ne détecte en première intention aucune plante toxique. Donc, et puis on s'aperçoit qu'il y a un deuxième élevage qui a été impacté, où là il y a eu 4 morts sur 4, avec le même foin, et comme par hasard, c'est le même producteur. C'est un producteur tout à fait,
tout le monde bien. Pour rester politiquement, il a vendu son foin en liquide, sans facture. Donc, il a fallu un petit peu le tanner pour savoir où est-ce qu'il l'avait collecté. Il nous l'a annoncé dans un territoire, ça n'était pas le bon territoire. Donc, résultat, bon, on a fait enquête. Et à un moment donné, je tombe sur ce foin et je me dis, il y a quand même quelque chose dans ce foin. Je vais regarder un peu plus finement. Et j'ai eu la chance, l'immense chance, d'apercevoir ce petit pétale orange au milieu du foin. Je me suis dit, dans un foin, un petit pétale orange, comme ça, c'est beaucoup trop petit pour être du coquelicot. Mais par contre, qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Juste à côté, il y a des fruits, et c'est des fruits caractéristiques de renonculacées. Et là, je me suis dit, une renonculacée qui a des pétales oranges, c'est de l'adonis. Et donc, de l'adonis, j'ai une de nos consoeurs qui exerce en région bordelaise, qui avait décrit il y a très peu de temps, enfin, il y a 4-5 ans, un très joli cas avec de l'adonis, et je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'adonis. Donc, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à étaler le foin. Alors, malheureusement, ce sont des plantes qui sont petites par rapport aux autres, donc elles ne donnaient pas l'impression d'être présentes. Donc sur l'échantillon qu'on a pu collecter de manière un peu biaisée par le vétérinaire, on a détecté 10% d'adonis, ce qui est une très faible concentration. On ne sait pas du tout quelle était la concentration dans certaines zones de foin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante qui généralement fait des buissons, et de ce fait va créer des noyaux de toxicité. Actuellement, on est en continuation de ce cas. On essaye de démontrer la teneur en hétérosides cardiotoxiques parce que c'est des hétérosides très particuliers. Et donc, actuellement, dès que le confinement sera fini, on continuera à essayer de relancer l'analyse sur, sur la qualification de de ces hétérosides cardiotoxiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite intervention sur les émergences? Bah, déjà, quand on est confronté à une mortalité, bah, il faut toujours enregistrer un maximum d'éléments sur les aliments, c'est-à-dire quel est le point commun de tous ces animaux, qu'est-ce qu'ils ont bien pu boulotter. La période de pâturage, parce que c'est extrêmement important, en fonction de la période de pâturage, ça oriente également les suspicions toxicologiques. Les origines des foins, c'est-à-dire que souvent, sur un foin, je l'ai acheté à tel endroit, mais on ne sait pas de quelle région il vient. Et en botanique, c'est extrêmement important de connaître l'origine précise des foins, parce que ça modifie complètement les profils phytoécologiques. Il faut également pouvoir faire des diagnostics botaniques. Donc ça, c'est sûr que quand on est dans des pâtures, ben, il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent et qui essayent de déterminer quelles sont les plantes. Et puis surtout noter les dynamiques de population végétale. C'est-à-dire que, bon, là, on a pris quelques exemples, mais si je reprends sur le Sénétion inecudens, le Sénétion du Cap, on s'aperçoit que c'est une plante qui tout doucement s'introduit, profite des territoires laissés libres, et à ce moment-là, s'investissent. Il ne faut pas oublier les données météorologiques, puisque par exemple sur une plante qu'on avait développée au printemps, la férule, on s'aperçoit qu'en fonction de la météo, en fonction des modifications climatiques, les plantes peuvent modifier leur concentration en principe toxique, et par exemple passer d'un 10-50 ppm à 1500-3000 ppm. Et à ce moment-là, ils ne jouent plus du tout dans la même cour. À 10-50, c'est à peu près 100 kg nécessaires pour tuer un mouton. À 1500-3000 ppm, c'est 150 grammes. Et pour un cheval, c'est à peu près dans les mêmes gammes, parce que le cheval est extrêmement sensible à ces molécules. Et donc, généralement, on estime qu'à 300 grammes, ces plantes peuvent être totalement toxiques pour des chevaux. Et puis, pour arriver à essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'identification, ben, je dis toujours, c'est une véritable enquête de police sanitaire, comme j'ai été obligé de l'amener pour le Xanthium strumarium. C'est parfois, là j'avais vraiment un faisceau de présomption, on savait que c'était le foin, on savait que cette plante était présente. Malheureusement, on n'a pas pu mettre en évidence la molécule dans le foin, parce que l'exposition ayant eu lieu 3 mois avant, entre le moment où elle avait été exposée, qu'elle avait créé ses dégâts au niveau des hépatocytes, le problème c'est que la molécule avait été modifiée, métabolisée, et il est probablement éliminée, mais elle avait fait ses dégâts. Et donc résultat, quand on a essayé de rechercher dans le foin, on n'a pas pu la mettre en évidence. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec les centres, avec votre vétérinaire, bien évidemment, mais également avec les centres antipoison spécifiques, soit directement, soit par le vétérinaire. Et c'est généralement eux qui pourront vous amener un petit peu de la culture sur le sujet et de nous donner aussi les moyens de poursuivre les investigations. Voilà.
Donc en cas de problème, vous disposez de centres antipoison, il y en a deux en France, il y a le centre antipoison de Lyon et le centre antipoison de Nantes. Ils répondent théoriquement 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Actuellement, ils répondent essentiellement par mail compte tenu du coronavirus, mais ça ne change rien, ils sont quand même toujours à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale donc les prochaines webconférences le 16 avril, nourrir la poulinière pour un poulain en bonne santé. Le 21 avril, les biais de l'évaluation dans la certification. Le jeudi 23 avril, communiquer et vendre mon service autour du cheval. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale donc que toutes les photos sont celles du conférencier, sauf le lierre terrestre que j'ai shippé sur Internet et le coquelicot d'introduction que j'ai shippé sur le site de l'IFCR. Voilà, je vous remercie.